Vous écoutez La Révolution et après, le podcast qui explore les luttes intimes, politiques et sociales, produit par Friction. Bonne écoute. Mon prénom, c'est Françoise. Alors, bien marqué sûrement pour mon âge, parce que Françoise, ça veut dire la France, évidemment, puisque comme je suis née en 1941, je suis une fille de la guerre. Et ce nom indique bien aussi peut-être dans quel milieu et dans quel esprit il y avait déjà de la résistance. Mai 68, la révolution des berceaux, un podcast documentaire Friction réalisé par Ilona Catelin et Yann Besson. La musique a été composée par Nathan Huette. Nous sommes au début des événements de mai 68, un mouvement de révolte sociale en France, initié par les étudiants puis rejoint par les travailleurs. Entre mai et juin 1968, des millions de personnes manifestent et se mettent en grève contre une société trop conservatrice. À cette époque, Françoise a 27 ans. Elle élève seule ses 2 enfants dans un HLM de Bondy, en banlieue parisienne. Elle est institutrice de maternelle à Paris. Françoise ne brandit pas de pancarte, mais elle se bat pour trouver du papier avec seulement 12 feuilles canson par mois pour 40 enfants. Je suis institutrice d'école maternelle. Pendant ce temps-là, mon frère avait fait le tour de l'Europe en vélo. Quand il est revenu, évidemment, il a pu bénéficier du fait que j'avais un appartement. Et c'est lui qui faisait ses études à l'Institut d'archéologie à la Sorbonne et qui un jour, un peu excédé sur mon côté métro boulot dodo, lire à peine François, a dit quand même, avec les événements de mai 68, faudrait quand même que tu ailles voir sur place. Tout commence le 3 mai, quand la police évacue un meeting de 300 personnes à la Sorbonne. 8 jours plus tard, l'université rouvre. Elle est alors occupée par les étudiants qui organisent des concerts, des débats et qui décident même d'ouvrir une garderie. Je tombe sur un article de François où c'est marqué qu'il y a une crèche qui a été organisée pour les étudiants. Alors moi, là, mon sang n'a fait qu'un tour. Qu'il y ait des enfants mêlés à ça, je me dis, mais il faut quand même que j'aille voir, etc. Donc, en effet, mon frère garde les enfants, que le soir après l'école, connaissait donc pas Paris, en banlieue. J'allais au boulot dans le 18e, mais ni musée, ni rien, c'était pas possible. Et donc, en effet, mon frère m'a dit qu'il faut descendre au métro boulevard Saint-Michel, je descends boulevard Saint-Michel, et j'avais presque au-dessus de la tête, alors vraiment, j'avais l'impression, comme un bouclier, je verrais toujours les casques de CRS et tout, donc je sors, un peu entouré comme ça, il faut que j'aille à la Sorbonne, je sais pas très bien. Et du coup, j'ai demandé aux policiers qui étaient là, parce que j'ai un grand respect du chemin de fer, de la police, de la gendarmerie, enfin. Et du coup, ils m'ont répondu fort gentiment où était la Sorbonne. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Et quand je suis rentré dans cette Sorbonne, dont j'avais aucune idée de rien, il y avait un monde fou, ça jouait du piano, c'était rigolo. Il y avait tellement de monde, j'étais perdu, moi, je savais pas où elle était, cette crèche. Donc quand même, j'arrive à trouver, je me rappelle toujours, escalier C, 3e étage. Je vois marqué crèche. Je rentre. La pièce était complètement vide, il n'y avait personne, sauf un petit jeune qui était à la fenêtre avec un beau drapeau noir et qui regardait ce qui se passait dans la cour, qui fourmillait de personnes. Alors j'attends un petit peu, puis au bout d'un moment, je lui dis, mais quand est-ce que le responsable va venir ? Je suis formaté, j'étais la première à l'école normale, et les chefs, la hiérarchie, c'est extrêmement important. Donc, non, il n'avait pas entendu parler de chef ni rien, mais il n'allait pas tarder à venir, il était comme moi. Donc, j'attends, personne n'arrive, une journaliste. Elle s'appelle Georgette Gabet, du Monde, elle qui avait fait comme moi.
Donc, ah bon, ici, vous faites la crèche, pourquoi, comment? Je me suis dit: «Zut, c'est le moment quand même, de parler, voilà, de l'importance, d'avoir des lieux d'apaisement pour les petits pendant que les parents peuvent se libérer, revendiquer». Je me fais mon cinéma et en disant: «Bon, je m'arrangerai avec la hiérarchie dès qu'ils viendront, je leur expliquerai mon initiative et je restituerai». Elle était complètement étonnée, elle trouvait ça très, très bien. Donc je lui raconte, ce que je faisais en tant qu'institutrice de maternelle alors qu'elle me prenait pour une étudiante. Et elle me dit: «Vous avez besoin de quoi?» Je dis: «Zut, s'il y a un enfant qui arrive et si on est bloqué, on n'a même pas de quoi le nourrir». Donc j'en ris encore. J'ai dit: «Oh, il nous faudrait une boîte de lait Nestlé premier âge, une boîte de lait Nestlé deuxième âge, il me faudrait un petit camping-car, une casserole et de l'eau». Alors elle est complètement interloquée. Elle dit: «Ah bon, si ce n'est que ça», et elle est revenue un quart d'heure après avec ça. Et j'avais toujours pas le responsable qui venait. Et c'est comme ça que l'histoire de la crèche a commencé. Le lendemain matin, Françoise prend le premier métro pour Paris. Elle se rend d'abord dans l'école où elle enseigne. Tous les instituteurs font grève, mais ils accueillent quand même les enfants. Françoise monte sur un banc et s'adresse à eux. J'ai demandé l'autorisation qui me nomme responsable de la crèche de la Sorbonne. Donc évidemment, tous ont dit oui, bien sûr. Eux, ils ouvraient l'école du 18e et moi, j'allais à ma crèche. Progressivement, des enfants sont arrivés. Progressivement, beaucoup de personnes se sont proposées pour aider. Et j'étais tombée sur un lieu qui était vide, les bureaux étaient vides, hein. Et après, j'avais vu en effet qu'il y avait beaucoup de livres, c'était donc la bibliothèque. Donc déjà, j'avais fermé à clé, parce que je voulais pas qu'on pille les livres, fermé à clé la bibliothèque, et j'avais même des personnes qui étaient venues me voir et j'avais compris qu'ils étaient de la Sorbonne même. Je n'ai réalisé qu'après qu'il y a des gens qui n'ont pas fait grève à la Sorbonne, mais qui du coup se sont passionnés pour ce qui se passait dans cette crèche. De quoi j'avais besoin. Plus je demandais quelque chose, plus ça marchait. Évidemment, je me suis pas gêné. Donc en effet, une pièce en plus, une pièce en plus, une pièce en plus. J'avais besoin de berceau, j'avais besoin de matelas, de lit, de chaussettes, tout ce qu'on veut. Puis je demandais du papier, de la peinture pour occuper les enfants. Et en fin de compte, ce que j'ai fait simplement, c'est ce que je faisais dans ma classe de maternelle, que le partage du quotidien, de faire la cuisine, ranger, faire le ménage, jouer, du décloisonnement par tranche d'âge. Et puis l'importance aussi du besoin des enfants aussi d'avoir des images d'hommes, que ce soit le papa, l'oncle, le cousin, le voisin d'à côté, mais qui ne soient pas élevés qu'entre femmes. Donc au fur et à mesure, l'espace s'est agrandi, les personnes sont venues, beaucoup de jeunes. Je ne demandais pas qui était, la norme c'était tu t'occupes des enfants, de ci, de ça. Et ils arrivent dans un lieu où j'avais même mis au bout du couloir un grand malabar, à mon avis costaud, baraqué. Vu sa carrure, je lui avais dit, écoute, tu te mets à l'entrée, tu expliques bien ce qu'on fait et pourquoi, et puis t'empêches de faire entrer les gens violents, ou tu filtres, quoi. Filtrer, c'est très important. Certains viennent à la Sorbonne pour zoner, d'autres pour dealer. La force de Françoise est de réussir à créer une organisation où chacun trouve sa place. L'organisation passe par l'aménagement des lieux. La crèche est installée dans 5 bureaux occupés de la Sorbonne. On y trouve une salle de réception des parents, une cuisine, une nurserie, des dortoirs, une salle de jeu et une bibliothèque atelier où sont organisées des activités manuelles. La crèche fonctionne 24 heures sur 24, mais elle ferme ses portes aux visiteurs à minuit. Pour moi, c'était un fourmillement, mais je pense qu'on avait facilement entre 50 et 60 enfants, ça c'est sûr. Elle est très malade, cette vache. Elle est au lit, elle est très malade, cette vache. Ah oui, elle est très malade, Voilà. Mais voilà que cette vilaine vache, regardez ce qu'elle fait. Elle a très faim et elle en
train de manger toute sa paillasse. Ce que vous entendez, c'est un extrait du documentaire de William Klein, Grand Soir et Petit Matin, réalisé en immersion lors des événements de mai 68. Ici, on est à la crèche sauvage de la Sorbonne. Françoise est agenouillée par terre et elle lit une histoire à 5 enfants captivés. Alors, tu me la racontes en regardant les images. Qu'est-ce qui se passe ici? Un renard gris qui rencontre une vache. Quelle couleur cette vache? Une belle vache orange. Alors, qui étaient ces enfants? Alors, pour moi, ils étaient des enfants d'étudiants, ce qui était beaucoup le cas. Mais au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'il y avait des enfants d'ouvriers. En fin de compte, il y a eu des enfants de partout, sûrement avec les idéaux des parents, et peut-être même de parents un peu démunis. En plus, il y a eu l'organisation à un moment, j'avais des enfants qui venaient avec les nounous, qui étaient concierges en bas d'immeuble, et c'était les médecins qui les envoyaient, parce que comme ils étaient intoxiqués par les gaz, ils disaient « allez donc à la crèche », parce qu'on était au 3e étage. Donc, ça marchait. Et puis, au fur et à mesure, comme ça commençait à chauffer beaucoup, je disais, il faut désangoisser les enfants. Donc, je faisais venir des marionnettistes. Bon, comme j'avais le téléphone, je savais que j'étais en lien avec la préfecture. Alors, je disais, j'ai des marionnettistes qui arrivent. Je sors pour aller les chercher. Et je me suis vu devant des CRS en train d'attaquer. Et moi, vraiment, arrivé à dire non, s'il vous plaît. C'est fou, les marionnettistes arrivent. Et ça marchait. C'était devenu le lieu où on crêchait, au sens réel du terme. On crêchait, c'est une étape, c'est un lieu de repos, on vient souffler, et j'y reste jour et nuit, parce que là, je me sentais d'une grosse responsabilité. Je me sentais relativement seul, encadrant, susceptible de... Fallait pas le dire à tout, hein. Donc, ça m'est arrivé de recevoir un coup de fil, j'ai jamais su qui, de quoi, mais sûrement de la préfecture, qui disait « Attention, évacuez, vous êtes à tel étage, il va y avoir des cocktails Molotov. » Là-dessus, j'étais très précautionneuse avec la Croix-Rouge. Il y avait sûrement ce rassurement, ambulance, Croix-Rouge, devant la police, on laisse passer. Aller dans un quartier calme, plus calme, dans le 16e, me rappelle d'un grand salon. Je sonnais aux portes et puis je réquisitionnais. Ils ne croyaient pas. Je disais, bon, il me faut ci, il me faut ça, il faut faire chauffer de l'eau, les biberons pour un tel, etc. Des gens un peu interloqués, mais très disponibles. On le savait, quand ça se calmait, je disais merci beaucoup et je repartais avec mes ambulances et ma Croix-Rouge. C'est vrai que ma préoccupation toujours était de ne pas fiche la trouille aux enfants. Vraiment, c'était ça qui me préoccupait le plus. Et oui, je veux dire, vous savez, il n'y avait que des bombes. Hein, quand je descendais dans la cour, il fallait mettre un masque, hein, parce que on était enfumés complètement. On fait au mieux, on protège les enfants, mais j'ai pas de souvenir d'une angoisse particulière. Si Françoise n'a pas le souvenir d'une angoisse particulière, c'est parce qu'elle met tout en œuvre pour que les enfants aient des repères. Elle insiste sur le fait qu'ils gardent leur doudou dans la crèche, mais aussi lors des évacuations. Si cette présence des doudous est aujourd'hui évidente dans une crèche, à l'époque, c'est une nouveauté. Même dans le jeu, le climat extérieur est dédramatisé. Le personnage du gendarme des marionnettes est remplacé par celui du CRS et le guignol par un enfant. Et il y a eu une nuit où vraiment les affrontements étaient beaucoup plus durs. Et justement, je pense que cette nuit-là, comme la bagarre était très grande, le bruit était signifiant. Le son monte, s'amplifie.
cette nuit-là, je pense qu'on n'avait pas d'enfants. Ça, c'est sûr. Puis il y avait eu un appel, se mobiliser, etc. Et là, je me suis dit, la guerre est là. Et donc, il fallait résister, et donc, il fallait aider les blessés, etc. Les voitures qui arrivaient, il fallait décharger les blessés, donc il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Et du coup, hop, la crèche, puisque au fond, il y avait un peu de matelas, un peu de ci, un peu de ça. Par contre, je peux vous dire qu'il y en avait partout dans les couloirs. Les blessés, dans mon souvenir, c'était plutôt intoxiqués par les gaz. Et le lendemain, j'ai été réveillée et tout ça, et des médecins, ils me faisaient noter ça, faut donner ça. Et très vite, moi, j'ai demandé à ce que la crèche ne reste pas hôpital. Donc, il y a eu une organisation ailleurs pour qu'on puisse rouvrir pour les enfants. Le jour où Sartre est venu faire, entre guillemets, une conférence à la Sorbonne, tout était plein à craquer. Moi, je m'étais mis avec les plus grands à dormir, histoire de rester au calme. Et la porte s'était ouverte bruyamment. 2 gars qui portaient une jeune fille. Et instinctivement, j'ai dit non, c'est pas ici, vous vous trompez. Et carrément, ils m'ont sorti leur carte de police et ils ont dit on vous l'amène parce qu'elle sera mieux soignée ici qu'en bas. On était très infiltrés par la police. Le 16 juin 1968, les CRS évacuent la crèche, mais cette fois-ci, définitivement. Françoise n'est pas présente lors de l'évacuation, car elle a des obligations familiales. Mais les autres membres de la crèche laissent tout en ordre avant l'intervention des CRS. Quelques jours plus tard, Françoise reçoit un coup de fil. On est appelé par quelqu'un en interne de la Sorbonne, dont je n'ai pas le nom, je préférais pas avoir les noms, pour nous prévenir. Et voilà ce qu'il nous a raconté. Pour l'évacuation, il avait été voir dans la crèche, tout a été rangé, etc. Et qu'est-ce qu'il voit arriver ? Une brigade de CRS. Donc lui, il se cache. Et qu'est-ce qu'il voit ? Que les CRS farfouillent dans un radiateur, rentrent pas et repartent. Donc lui, la curiosité fait qu'il va voir dans ce radiateur. Revolver. Il prend les revolvers et vite, il redescend par l'ascenseur parce que, qu'est-ce qu'il voit arriver ? Une 2e brigade. Il cherche les revolvers et il trouve que dalle. Il a fallu évacuer les revolvers, on les achetait dans la Seine. Je veux dire, les opposants revenaient au pouvoir. Alors, en effet, il y avait un groupe de journalistes et c'est eux qui m'ont retrouvé parce qu'il y avait un article qui allait sortir et qu'ils essayaient d'empêcher de sortir pour raconter que dans cette crèche, en fin de compte, on faisait l'amour devant les enfants pour leur apprendre la sexualité. Ça, alors là, j'étais malade, alors donc j'ai bien tout, comment ça se passait, quoi. Et ils ont empêché l'article de sortir. Et donc, au niveau de cette crèche, il n'y a que maintenant que je m'aperçois qu'il a fallu de la ténacité ou savoir capter, parce que ça aurait pu être un désastre. Il faut beaucoup de résilience. Sans répondre à cette haine. La haine suscite la haine. Au bout d'1 mois d'occupation, c'est la fin de la crèche sauvage de la Sorbonne. Françoise démissionne de son poste d'institutrice et part s'installer dans une ferme en Dordogne avec d'anciens membres permanents de la crèche. Elle fonde dans la foulée son association pour des centres de la petite enfance. Françoise fait des conférences partout en France pour parler du rôle des hommes auprès des enfants, mais aussi de l'intérêt d'adapter le mobilier à la taille des tout-petits. Le modèle d'autogestion de la crèche de la Sorbonne révolutionne le monde de la petite enfance. Ce modèle séduit de plus en plus dans les universités françaises. Si aujourd'hui les crèches sauvages n'apparaissent pas dans les manuels scolaires, c'est parce que peu d'historiens s'y sont intéressés. L'historienne Elsa Neuville, elle, en parle dans sa thèse soutenue en 2023, où elle compte 10 crèches sauvages montées entre 1968 et 1972. À l'université Lyon 2 en 1970 par exemple. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ce modèle ? Pour le savoir, direction la crèche Écoile de Bron,
où l'ancienne crèche sauvage des années 70 a déménagé. Florian, salarié de la structure, parle de cet héritage. Non, tu m'as demandé un gâteau, tu le manges. Je gaspille pas. Dans cette optique des années 68, il y a pas mal de choses qui restent encore dans la genèse de cette crèche. On tend vers une mixité autant d'hommes que de femmes dans l'équipe de salariés. On est tous à temps partiel. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est issu de ces années-là, où on considérait que pour le bien-être de l'adulte, c'était important de pas passer sa vie au travail, mais aussi pour le bien-être des enfants. Dans les salaires, on est tous sur la même base salariale en temps d'heure, qu'on soit diplômé ou pas diplômé. On est sur une direction collégiale, c'est-à-dire que les décisions sont prises par l'ensemble des salariés. Donc c'est une réflexion qui se fait, un vote. On se réunit une fois par mois. Tout le premier vendredi de chaque mois, on ferme l'établissement pour les enfants à 13h. Et on se réunit l'après-midi jusqu'à 17h30. Suleiman. Amin. Suleiman. Moi, je m'appelle comment, Zahir? Florian. C'est ça. On accueille les enfants de 7h30 à 18h30 et c'est aussi un héritage des années 68. De 18h30 à 19h, on fait le ménage. En fait, on n'a pas d'entreprise qui font le ménage. Ici, on est en interage, c'est-à-dire que tous les tranches d'âge sont mélangées. On a gardé ce principe et ce fonctionnement parce qu'on trouve que c'est enrichissant pour les petits parce qu'ils ont des pères et avec qui ils peuvent grandir, et aussi pour les grands parce que du coup c'est apprendre qu'on n'est pas tous égaux dans la vie. Les parents sont impliqués dans la vie de la crèche, déjà parce que le bureau de l'association est composé de parents uniquement, et aussi parce qu'ils sont invités lors de rassemblements réguliers. Mais contrairement à l'origine de cette crèche, aucun parent n'est aujourd'hui salarié de la structure. Dès 16h, les parents viennent chercher leurs enfants. 2 d'entre eux témoignent. J'avais connu la crèche par rapport à mon travail, donc comme je travaillais à la fac à Lyon 2. Ce qui a retenu mon attention, c'est déjà l'environnement, l'état d'esprit également, l'ambiance un peu plus familiale et autres, et puis la parité homme-femme que je trouvais aussi très importante. Je l'ai ressenti sur mes enfants qui sont autant à l'aise avec des hommes qu'avec des femmes, qui associent pas une tâche à un sexe. Donc c'est plein de choses qui m'avaient complètement séduite. Franchement, on est très 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 satisfait. Il était avec des grands, donc du coup, au niveau langage, ça s'est développé très très rapidement. En tout cas, on a vraiment ressenti. Cette crèche accueille 24 enfants et la moitié de ses places étaient réservées avant à l'université Lyon 2. Mais depuis 2 ans, l'université ne finance plus la crèche. Elle cherche donc aujourd'hui d'autres partenaires institutionnels et privés. Le désengagement de l'université Lyon 2 n'a pas entraîné une remise en question de tout ce qui avait été créé depuis les années 68 sur la crèche. C'est vrai que dans l'idée commercialiser des places, aller démarcher des entreprises, c'était pas quelque chose qui était l'origine de la crèche, mais on s'adapte et c'est aussi un moyen de se reposer des bonnes questions pour nous salariés, mais aussi pour les enfants, tout en gardant les valeurs qui ont été à l'origine de la crèche dans les années 68. Dans les bois, pendant que le loup y est pas, si le loup y était, c'est sûr qu'il nous mangerait. Où y es-tu? Revenons à Françoise. En 1981, elle prépare un décret qui reconnaît officiellement les crèches parentales. Ce sont des crèches en autogestion où les parents accueillent leurs enfants à tour de rôle avec l'aide de professionnels. Aujourd'hui, les crèches parentales représentent environ 2% des crèches en France. Celle de Bron n'en fait pas partie. Même si les parents sont encouragés à participer à la vie de la crèche, ils n'y sont pas obligés. Pour Françoise, le modèle des crèches parentales est l'aboutissement de la crèche sauvage de la Sorbonne. Aujourd'hui, elle s'intéresse à la relation entre les hommes et les plantes, mais ça ne l'empêche pas de repenser à la fertilisation du mouvement de mai 68. Je pense quand même que mai 68, ça a été un bouillonnement. Par exemple, quand on disait sous les pavés la plage, c'était une belle formule. Moi, je l'ai pas oublié de la lettre, en disant, il suffit, s'il y a de la contrainte, on l'enlève, on est responsable devant ce qu'on fait.
Par rapport à la crèche, j'étais formatée, il faut être utile aux autres, je suis la fille aînée, il faut prendre les responsabilités, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. C'est des instincts de vie, mais je sais que j'ai été formatée. Je ne sais pas vivre autrement. Si on est humain, de toute façon, on croise des choses à faire ensemble, on rigole, on fait, on se bat, voilà. Pour moi, c'est ça le bonheur. Quand je sors de mon HLM, et quand je vois le nombre de jeunes papas avec les petits, je craque. La petite, encore hier, haute comme 4 potes, on dirait une tortue tellement le sac il est bientôt plus grand qu'elle, hein, fière à côté de son papa, elle marche à peine. Et le papa épuisé, livide, avec l'autre qui dort sur ses épaules. Ou alors, les papas qui arrivent en courant, ils sont en retard avec la trottinette là, vite. Donc ça, j'ai trouvé ça très joli. Et moi, vraiment, dans le partage des tâches et tout, c'est pas encore ça, mais par rapport à ce qu'on a connu quand même. Ben, la seule chose que je peux dire, j'aurais servi à quelque chose. C'est tout ce que je me dis. Par contre, la vie est une lutte permanente. Il faut savoir ce qu'on veut. Mai 68, la révolution des berceaux est un podcast documentaire Friction réalisé par Ilona Catelin et Yann Besson. La musique a été composée par Nathan Huette. Un grand merci à Françoise Lenoble-Prédine pour son témoignage, à l'historienne Elsa Neuville pour son aide et à la crèche Écoile de Bron pour son accueil. Vous venez d'écouter un épisode de La Révolution et après, le podcast qui explore les luttes intimes, politiques et sociales. Retrouvez toutes nos frictions sur notre site friction.co.